La question auquel on va tenter de répondre dans ce deuxième chapitre, c'est qu'est-ce qui se passe dans la courbe de traction lorsqu'on dépasse la limite élastique R? On savait que jusque-là, on avait une partie linéaire qui était réversible avec le module de Young E. Et maintenant, lorsqu'on dépasse RE, eh ben, cette courbe sigma epsilon, donc contrainte de déformation, va devenir non linéaire, passer par un maximum et puis arriver jusqu'à un point de rupture que j'ai dessiné ici par une croix. Ce maximum, c'est la résistance mécanique, qui correspond en fait à la charge maximum que le matériau pourra supporter. Et puis, lorsqu'on a la rupture, on pourra définir aussi une déformation maximale à R. La différence, c'est que si je déforme une fois le matériau au-dessus de RE, j'aurai une déformation plastique. Et lorsque je vais relâcher la force, eh ben, cette déformation plastique va rester, c'est-à-dire que je vais redescendre en suivant une courbe parallèle à la première courbe, donc avec une pente E, et je vais définir deux zones ou deux déformations, une déformation plastique qui est non réversible et une déformation élastique qui est réversible. La courbe atteint un maximum parce qu'en fait, lorsqu'on la déforme plastiquement, l'éprouvette va subir localement une diminution de sa section, qu'on appelle la striction, et comme la section à cet endroit est plus faible que la section initiale S0, eh bien, les contraintes qu'on va appliquer seront faussées parce qu'on divise toujours par S0. En fait, on appliquera des plus grandes contraintes sur cette section qui est plus petite que la section initiale S0. Et c'est pour ça que la courbe va passer par un maximum. Dans certains cas, on sera intéressé par avoir la courbe de traction qui tient compte en tout temps de la section réelle de l'éprouvette, donc de S et non de S0. Pour cela, on va définir une déformation vraie, que je vais appeler epsilon V, et qui sera un petit peu différente de epsilon, qui était la déformation relative toujours par rapport à la section S0. Alors un petit incrément de déformation vraie sera égal à un petit incrément de longueur, dl, sur la longueur actuelle. Et puis évidemment, on va intégrer cette relation pour trouver epsilon v d'un côté, donc la déformation vraie, entre L0 et la longueur actuelle de l'éprouvette. Et puis l'intégrale de dl sur L, vous le savez, ça va nous donner un logarithme. Donc le logarithme de L sur L0. On peut aussi réécrire L sur L0 en fonction de la déformation epsilon qu'on avait avant, qui, vous rappelez, était égale à, dl sur L0. Et dans ce cas-là, on obtiendra epsilon v est égal à ln de 1 plus epsilon. Je vous mets ici entre crochets la formule que je vais utiliser, qui est en fait que epsilon plus 1, finalement, c'est égal à dl sur L0 plus L0 sur L0, puis dl plus L0, c'est égal à la longueur actuelle L. Et on retrouve donc ce qu'on avait avant. On va aussi avoir besoin de la contrainte vraie, sigma v. Et puis pour cela, on va devoir la définir. Et puis évidemment, sigma v, c'est la force divisée par la section S actuelle. Et puis, comme on sait que le volume de l'éprouvette peut être considéré comme constant entre le début et la fin de l'essai, on va avoir S qui est égal à S0 fois L0 sur L. Si on remplace, on va retrouver la contrainte qu'on avait avant, fois epsilon plus 1. Donc voilà les deux formules dont vous devez vous rappeler, que epsilon vrai est égal au logarithme de 1 plus epsilon, et que la contrainte vraie est égale à la contrainte fois epsilon plus 1. Maintenant, on va vérifier si notre modèle de ressort est toujours valable. Alors on sait que pour la première partie linéaire, ça marche bien. On sait aussi qu'on a des matériaux qui se déforment linéairement de manière élastique, puis qu'après cassent. Par contre, la rupture est un petit peu différente. On n'a pas une rupture nette de tous les ressorts en même temps. On verra plus tard qu'on a des fissures qui se propagent. Donc les ressorts ne fonctionnent pas pour ce type de rupture. Et la deuxième chose, c'est qu'en général, pour les matériaux qui ont une déformation, comme les métaux par exemple, on ne voit pas la courbure de la courbe de traction, la plasticité. Donc il va falloir qu'on trouve un nouveau modèle qui sera valable après le modèle de ressort, donc au-dessus de RE. Et puis ce nouveau modèle, va falloir l'inventer maintenant et on va regarder comment, en analysant le mouvement des atomes les uns par rapport aux autres, on peut trouver quelque chose qui explique ce qui se passe dans la réalité.
Supposons qu'on ait deux couches d'atomes, les atomes sont séparés d'une distance b, et puis qu'on applique un cisaillement tau. Donc ce qui va se passer, c'est que le plan supérieur va glisser sur le plan inférieur. Évidemment, ça ne va pas être fait sans devoir dépenser un peu d'énergie, parce que si on regarde le profil énergétique des atomes en fonction de leur position, eh bien au départ, avant qu'on les fasse glisser, les atomes du haut sont dans une situation favorable, donc ils sont dans un minimum d'énergie. Pour les faire avancer d'une distance b, il va falloir les faire sauter par-dessus l'atome du dessous, ce qui veut dire qu'ils vont devoir passer par un maximum d'énergie. Donc ils vont passer par une position qui est défavorable énergétiquement. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir un profil d'énergie U en fonction de X qui va représenter un sinus. L'énergie est minimum à la position 0, nul en B sur 2, et puis maximal en B, et puis après c'est périodique. Donc comme on le sait, la pente de cette énergie, ça va être la force qu'on va devoir mettre pour cisailler. Et puis la pente maximale, c'est en B sur 2, et puis elle est égale à peu près à G sur 10. On ne va pas faire le calcul ici. Et maintenant, on va vérifier si cette valeur de G sur 10 correspond bien à la contrainte tau E, qui est la limite de cisaillement élastique. Et puis on a ici plusieurs matériaux, le fer, l'aluminium, le barium. J'ai écrit les valeurs de G en gigapascal et les valeurs de la limite élastique tau E en mégapascal. Et si on fait le rapport, on a des rapports qui sont très petits, disons de 3,3 fois 10-4 à même 9,3 fois 10-6 pour le barium. Et puis finalement, on voit que ce n'est pas du tout égal à 1 sur 10. Donc cette explication ne marche pas parce qu'elle est fausse énergétiquement. Il va falloir en trouver une autre. L'erreur principale du modèle précédent était de supposer que tous les atomes d'un plan allaient glisser simultanément sur les atomes du plan inférieur, ce qui était très coûteux énergétiquement. À partir de 1900, Volterra et Orovan ont commencé à montrer ou à supposer un autre modèle en disant qu'il devait y avoir des demi-plans manquants dans le cristal, qu'on allait appeler des dislocations et qu'on allait représenter par ce T à l'envers, et que lorsqu'on soumettrait le cristal à une contrainte de cisaillement, ces demi-plans allaient se décaler en cassant à chaque fois un certain nombre de liaisons, mais pas toutes les liaisons du cristal, ce qui était beaucoup moins coûteux énergétiquement, comme vous le voyez ici. Donc finalement, en appliquant une contrainte assez forte, ces demi-plans vont se déplacer et puis la dislocation va arriver à la surface du cristal, ce qui va créer un petit incrément de déformation plastique, comme vous le voyez ici. Le génie de Orovan et de Volterra, c'est qu'ils avaient inventé leur modèle de dislocation avant même qu'on ait pu les observer. Ça a été fait seulement en 1935, lorsqu'on a observé au microscope optique des cristaux qui avaient été attaqués chimiquement, et sur ces cristaux, on voyait des petites lignes qui sont en fait les manifestations des marches, donc des dislocations qui sont arrivées à la surface du cristal. Ici, vous avez cette image pour un bout de cuivre, on voit les joints de grains et ces petites lignes qui sont les dislocations à la surface. La question suivante à traiter est de savoir si ces dislocations peuvent causer toute la déformation plastique qu'on voit dans les cristaux ou dans les métaux. Ici, on va supposer un monocristal de taille L fois L avec à l'intérieur une dislocation. Et puis on va cisailler ce cristal et la dislocation va se déplacer jusqu'à la surface et elle va créer une petite marche de longueur B. Donc cette déformation peut être mesurée, on l'appelle en cisaillement gamma pour une dislocation, et en fait c'est la longueur de la marche B sur la hauteur du cristal L. Si maintenant on suppose un cristal dans lequel on aurait des joints de grains, donc plusieurs grains, ici j'en ai dessiné 3, la taille de grain va avoir une influence sur ce qui va se passer au niveau de la déformation, parce que les dislocations vont être bloquées par les joints de grains, en fait c'est normal, on va avoir des plans cristallins qui ne sont pas bien alignés et les dislocations doivent se déplacer dans des plans cristallins. Donc la nouvelle déformation due pour une dislocation avec des joints de grains, ça va être en fait la déformation qu'on a eue précédemment divisée par le nombre de grains. Comme je connais la taille de grain et la taille du cristal, je peux compter le nombre de grains en divisant la taille du cristal L par D. Et grâce à ça, j'obtiens la déformation pour une dislocation lorsqu'on a des joints de grains, qui est égale à B sur L fois D sur L.
Si maintenant je multiplie le nombre de dislocations, je peux avoir une déformation plus grande parce que toutes les dislocations vont bouger. Ça va être égal au nombre de dislocations fois la déformation due à ces dislocations dans un cristal avec des joints de grains. Et finalement, on va obtenir la formule suivante, B sur L fois D sur L fois N, où N est le nombre de dislocations. Si je remultiplie par L sur L, c'est-à-dire par 1, je vais pouvoir grouper certains termes, en particulier un terme qui va me donner la densité de dislocation, donc la longueur totale de dislocation, N fois L. Et dans ce cas-là, il faut faire attention, le L dont je parle est la profondeur du cristal. Et donc, les dislocations traversent le cristal. C'est pour ça qu'on a ce N fois L comme longueur de dislocation. Et donc, ce N fois L sur L cube, finalement, ça va être la densité de dislocation, ρ, donc en mètres de dislocation, en longueur de dislocation par mètre cube, fois B, la taille de la petite marche, fois D, qui est en fait la taille de grain, ou la distance moyenne entre les obstacles qu'on va trouver dans le cristal pour le déplacement des dislocations. Et comme on a un modèle, on va voir s'il correspond à la réalité. Donc on va faire un petit calcul en supposant qu'on a un métal recuit, donc avec une densité de dislocation de 10 puissance 8 cm par cm cube. Une petite déformation qui correspond au paramètre de Maille, donc 2 fois 10 puissance 8 cm, et des grains qui sont assez petits, donc de 10-2 cm. Et qu'est-ce qu'on obtient finalement si on calcule? On va trouver une déformation plastique de 2%. Et puis vous savez que c'est très faible comme déformation. Et c'est même trop faible pour expliquer la déformation des métaux qui peut aller jusqu'à 20 ou même 100%. Donc c'est bizarre parce que si on prend un métal recuit, qu'on le déforme et qu'on arrive à avoir une déformation de 200%, mais que les dislocations qui sont à l'intérieur ne permettent pas d'expliquer cette déformation, il doit y avoir un autre phénomène. Et ce phénomène, c'est que les dislocations qui vont être bloquées dans le cristal vont se multiplier. Grâce à cela, on aura plus de dislocations, donc plus de déformations. Comment cette multiplication se passe-t-elle? C'est Frank Reed qui ont eux aussi inventé un modèle. Donc on a ici deux obstacles de dislocation, une dislocation en bleu qui va se propager dans la direction de ces obstacles grâce à une contrainte de cisaillement tau. Lorsque la dislocation arrive sur les éléments qui la bloquent, elle va devoir se déformer parce qu'il y a toujours une force dans la direction de tau qui tend à l'allonger. Évidemment, c'est coûteux énergétiquement parce qu'il faut que la dislocation cisaille le cristal. Mais si tau est assez grand, cette dislocation va pouvoir se déformer progressivement et elle va former une boucle plus en plus grande qui finalement va se recourber sur elle-même. Et puis lorsque les deux segments de dislocation vont se retrouver en contact, ils vont former une deuxième dislocation. Et on aura donc deux dislocations à partir d'une. Et puis si on continue à déformer plastiquement le cristal sous une contrainte tau, le nombre de dislocations ne va cesser d'augmenter et va pouvoir donc expliquer une déformation plastique de plus de 2%. Ce phénomène de multiplication et de ramification des dislocations a été démontré dans Nature en 2017 par le Lawrence Livermore National Laboratory et on voit ici un cristal qu'on comprime dans lequel les dislocations se multiplient et forment un réseau de plus en plus complexe. C'est un modèle numérique de plus de 268 millions d'atomes de tantale. Pour réussir à modéliser le mouvement des dislocations, il a fallu que les chercheurs comprennent comment elles se déplacent et pour ça on a besoin d'un premier élément, c'est le vecteur de Burger. Donc, le vecteur de Burger, c'est le vecteur qui va montrer la différence entre le déplacement dans un cristal sans dislocation, comme vous voyez ici, donc 3 atomes vers le haut, vers la droite, puis vers le bas, puis vers la gauche. Et si je répète ce déplacement dans un cristal où il y a une dislocation, je vais me retrouver finalement un atome à gauche par rapport à mon point de départ. Et le vecteur de Burger sera le vecteur qui permet de refermer cette boucle, donc de revenir au point de départ en rouge ici. Et c'est aussi la longueur de la petite marche qui va correspondre à la plastification sur la surface du cristal. Comme les cristaux sont très géométriques, les dislocations doivent répondre aux mêmes règles de géométrie que les cristaux. Pour ça, on a deux types principaux de dislocation, la dislocation coin et la dislocation vis.
Si je cisaille un cristal avec une contrainte tau, eh bien, je vais déformer ce cristal s'il y a une dislocation à l'intérieur et je vais le cisailler dans la direction de vecteur du Burger d'une distance b. Ce sera la même chose pour les deux types de dislocation. Par contre, la ligne de dislocation, qui est en fait le front d'avancement de ce défaut, donc la ligne qui fait la frontière entre la zone qui est cisaillée et la zone qui n'est pas cisaillée, qu'on va appeler xi, en rouge ici, et bien dans un cas, elle sera orientée perpendiculairement au vecteur de Burgers, et dans l'autre cas, elle sera orientée parallèlement au vecteur de Burgers pour la dislocation vis. Pour la dislocation coin, la direction de déplacement de la dislocation en bleu aura la même orientation que le vecteur de Burgers. Par contre, pour la dislocation vis, ce déplacement sera perpendiculaire au vecteur de Burger. Les deux dislocations vis et coin peuvent se combiner, comme sur cette figure où on voit un cristal depuis dessus avec une couche d'atomes en noir et une couche d'atomes en blanc. En bas, on voit typiquement une dislocation vis avec un vecteur de Burger orienté vers le haut et un vecteur de ligne de dislocation qui est parallèle mais orienté vers le bas. La dislocation tourne en montant vers la gauche et en haut à gauche, on retrouve le vecteur de Burger dans le même sens, vers le haut. Par contre, on a la ligne de dislocation qui ce coup-ci va vers la droite, donc le vecteur xi vers la droite. Et on aura là en haut une dislocation qui sera de type coin. Donc on est passé d'une dislocation vis à une dislocation coin. Entre les deux, on aura ce qu'on appelle une dislocation mixte, dans laquelle le vecteur xi et le vecteur b ne seront ni complètement parallèles ni complètement perpendiculaires. L'avantage de cette dislocation mixte, c'est qu'elle permet de créer des boucles de dislocation et d'expliquer ce qu'on a vu sur la simulation numérique d'avant, c'est-à-dire que les dislocations se multiplient en se courbant sous l'effet d'une force lorsqu'elles sont bloquées par des obstacles. Comme les dislocations cisaillent le cristal, elles ne peuvent pas s'arrêter au milieu d'un cristal parfait, comme sur cet exemple-là. Elles sont obligées de joindre deux surfaces de ce cristal. Elles peuvent aussi se ramifier, comme on le voit ici, ou former des boucles, comme on l'a vu précédemment avec les dislocations mixtes. Si le cristal contient des précipités ou des secondes phases, alors à ce moment-là, les dislocations peuvent former des boucles sur ces précipités, peuvent former des boucles entre ces précipités et la surface, ou même entre deux précipités. Par contre, c'est impossible d'avoir une ligne de dislocation qui passe d'un précipité à un autre. Dans ce cas-là, le cristal ne serait pas complètement cisaillé. Donc si on récapitule, on peut former des boucles jusqu'à la surface, des boucles à l'intérieur du cristal, ramifier, avoir des boucles sur des précipités, entre les précipités, ou des liaisons entre les surfaces et les précipités. Donc les dislocations vont créer de l'énergie élastique dans le cristal parce qu'elles déforment les plans cristallins qui sont autour d'elles, comme on le voit ici. Et cela va créer une déformation élastique des liaisons, donc une déformation qui va être proportionnelle à une constante fois le vecteur de Burgers. Et l'énergie due à cette déformation élastique, qu'on va appeler E, elle va être, elle, proportionnelle à alpha fois le vecteur de Burger au carré fois G, qui est le module de cisaillement. Et c'est normal parce qu'on va cisailler élastiquement ces liaisons atomiques. Ce qu'il faut dire, c'est que cette énergie élastique, elle est défavorable pour le cristal. Donc si c'est possible, par exemple si on augmente la température, le cristal va essayer de se débarrasser des dislocations ou de réarranger les dislocations et les autres éléments qu'on trouve dans le cristal de manière à diminuer cette énergie élastique. Cette énergie sera donnée en millimètres carrés, parce qu'on a le vecteur de Burgers au carré, fois des kilonewtons par millimètre carré, ce qui correspond au gigapascal de G. Les millimètres fois des kilonewtons, ça va nous donner des joules, et puis il nous restera des millimètres au dénominateur, donc ce sera des joules par millimètre. Donc ce sera une énergie qui sera proportionnelle à la longueur de la dislocation, ce qui est assez logique, parce que la dislocation cisaille le cristal, et plus elle est longue, plus il y a d'atomes qui sont déplacés, donc plus il y a d'énergie élastique dans le cristal.
L'énergie va être minimale dans le cas où le vecteur de Burger c'est le plus petit. Et ce vecteur de Burger va dépendre de la symétrie du cristal. Donc, par exemple, dans un cristal de type cubique face centrée, le plan 1, 1, 1 que je dessine ici, qui a comme normale la diagonale du cube, va être un plan très dense, donc dans lequel on aura beaucoup d'atomes. Je les dessine ici, il y aura les atomes des coins et les atomes des faces. Et si je représente ces différents atomes en plan, j'ai un empilement qui est comme ceci, avec le triangle violet qu'on retrouve. Et dans les directions des côtés du triangle, on aura donc beaucoup d'atomes par mètre carré, donc des distances entre les atomes qui seront très faibles, donc des vecteurs de Burger qui seront très faibles. Et de ce fait, c'est dans ces directions 1, 1, 0 et dans ces plans denses qui sont des plans lisses 1, 1, 1 que l'on aura l'énergie élastique la plus faible pour des dislocations. Et c'est donc là que l'on aura des dislocations qui se déplaceront plus facilement et le nombre de couples direction-plan dense qu'il y aura dans la structure du cristal déterminera si celle-ci est facile ou non à déformer plastiquement. Et par exemple, on le verra lorsqu'on fera un essai Charpy, la structure cubique face centrée se déforme plus facilement que la structure cubique centrée pour cette raison. Mais si on lui en donne la possibilité, le cristal essaiera de diminuer cette énergie, qui correspond en fait à une traction sous le plan de la dislocation, parce que la distance entre les atomes est plus grande, et une compression juste au-dessus de ce plan-là, parce qu'il y a plus d'atomes dans un plus petit volume. Alors comment va se passer cette compensation de l'énergie élastique ? Supposons qu'on ait un atome interstitiel quelque part dans le cristal, et si on chauffe un petit peu le cristal, il va diffuser, et cet atome interstitiel qui était un peu comprimé à sa position d'origine, va prendre une place en dessous de la dislocation et ça va compenser l'attraction qu'il y avait à cet endroit. De même, si on a un atome manquant dans le cristal, une lacune, et qu'on chauffe, cette lacune va diffuser et va prendre la place de l'atome qui est en pointe du demi-plan. Donc on va mettre une zone en traction dans une zone qui était en compression pour compenser cette énergie élastique. Et finalement, si quelque part ailleurs dans le cristal on a une deuxième dislocation, bien orientée par rapport à la première, évidemment, elles vont se déplacer et les deux demi-plans qui étaient séparés vont se retrouver l'un en face de l'autre. Et en fait, ça va refermer le cristal et détruire, si on veut, les deux dislocations. Donc on l'a vu, si on arrive à bloquer les dislocations d'une manière ou d'une autre, on va retarder la déformation plastique, donc on va augmenter RE, la limite élastique. La première façon de le faire, c'est d'utiliser les dislocations elles-mêmes qui, lorsqu'elles se multiplient, se bloquent parce qu'elles ne sont pas forcément bien alignées entre elles et elles se gênent pour avancer. Donc dans ce cas-là, on va avoir une augmentation de la limite élastique qui va se signaler par exemple lorsqu'on relâche la contrainte selon la courbe rouge et puis qu'on recharge ensuite le matériau, RE sera plus grand. Et c'est ce qu'on appelle l'écrouissage. Cet écrouissage va pouvoir être donné par une équation qui va permettre de recalculer RE en fonction de la valeur de RE d'avant, qu'on va appeler RE0, plus une contribution due à la densité de dislocation qui va être égale à 0,2 fois G, le module de cisaillement, fois B, le vecteur Burgers, fois la racine de ρ qui est la densité des dislocations. Les joints de grains vont aussi bloquer les dislocations parce que l'orientation de la structure cristalline change, ce qui imposerait à la dislocation de changer de vecteur Burger ou de vecteur de ligne, ce qui n'est pas facile. Donc lorsqu'on a un joint de grains, on va bloquer les dislocations et le blocage des dislocations dans le cristal va être proportionnel en fait à la taille de grain, donc au nombre de joints de grains par mètre carré ou mètre cube de matériau. Et dans ce cas, RE va augmenter à partir d'une valeur constante RE0, plus une contribution due à ces joints de grains qui est une constante fois 1 sur la racine de la taille de grain, D. Les précipités seront aussi importants pour bloquer les dislocations, en particulier à cause de leur taille, et on verra là la relation entre le nouveau RE et la taille est plus complexe, parce que quand on a des petits précipités, ces petits précipités vont être cohérents avec la matrice, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la même structure cristalline que la matrice. Donc ils pourront être cisaillés par la dislocation.
Et puis on arrivera à une taille maximum dans laquelle ces précipités ne pourront plus être cohérents, donc ils vont devoir former une autre structure que la matrice. Et cette taille correspondra à peu près au moment où les précipités ne pourront plus être cisaillés, mais vont être contournés par la dislocation. Et en fait, le contournement des précipités sera plus facile à faire que le cisaillement, et c'est pour ça que RE aura un maximum à peu près égal à la taille maximum des précipités cohérents dans la matrice, puis sera réduite parce qu'on aura ce contournement. En résumé, le ressort qu'on avait utilisé pour modéliser la liaison atomique lors de la déformation élastique ne permet pas d'expliquer la déformation plastique. Ne permet en tout cas pas d'expliquer pourquoi, lorsqu'on déforme plastiquement un métal, on utilise une énergie qui est inférieure à couper toutes les liaisons d'un plan pour le déplacer. Et cela est dû en fait à ces dislocations qui sont des défauts qui ont d'abord été modélisés ou inventés par des scientifiques, puis observés dans le cristal. Ces dislocations permettent de cisailler le cristal et de le déformer plastiquement. La clé donc du durcissement d'un matériau, c'est de bloquer ces dislocations. Ce qui va se faire par exemple quand on déforme le cristal, parce qu'il va s'écrouir et le nombre de dislocations va augmenter, ce qui va bloquer de plus en plus les dislocations entre elles, mais aussi en réduisant la taille de grain ou en ajoutant des précipités dans la matrice.